J'invite sur scène Annie-Claude Savard, Sylvia Queiroz, Jean-François Biron et Max Tesser. Ça va bien? C'est tranquille tout d'un coup, on dirait. Donc, bonjour tout le monde. Nous sommes très heureux et heureuses d'être ici aujourd'hui. Je vais me nommer rapidement Annie-Claude Savard. Je suis professeure à l'École de travail social et de criminologie de l'Université Laval et chercheure dans le domaine des jeux de hasard et d'argent. D'abord, j'aimerais dire que c'est un énorme plaisir et un beau privilège de participer là, aux festivités, en fait, des 30 ans de Jeux et des références. Je vous remercie de l'invitation, bien évidemment, et je vous remercie pour tout ce que vous faites pour les joueurs qui vivent des difficultés et pour le Québec. On est très chanceux d'avoir un beau service comme le vôtre. Donc, voilà. Sans plus tarder, je vais vous présenter mes collègues avec qui on va jaser aujourd'hui de prévention. Donc, je vais commencer tout au bout avec Max Tesser, donc directeur des programmes de prévention à la Maison Jean-Lapointe. Au centre, nous avons Sylvia Queiroz, qui est professeure titulaire au département de sociologie et d'anthropologie de l'Université Concordia et titulaire de la chaire d'études sur le jeu. Et enfin, à ma gauche, on a Jean-François Biron, qui est agent de planification, de programmation et de recherche à la direction de la santé publique de Montréal du CIUS Centre-Sud de l'île de Montréal, quand même. Hein? Donc, mais mon courriel est encore plus simple, quand même. Donc voilà, donc aujourd'hui, on va vous parler de prévention et chacun d'entre nous va prendre 10-12 minutes là, pour vous parler chacun dans un angle très spécifique de la prévention. Et ensuite, on va ouvrir le panel de la discussion avec vous, avec la salle, et on va aborder certaines questions plus précises. Donc, sans plus tarder, j'inviterai ma collègue Sylvia Queiroz à nous faire part là, de ses observations, notamment en termes d'encadrement et de prévention là, dans le domaine du jeu. Alors, Sylvia, à toi la parole. Merci Annie-Claude. Puis, j'aimerais vraiment commencer par remercier les organisateurs pour l'invitation à joindre un panel lors de cet événement très important. Les services que la ligne Jeux et des références assure à la population est inestimable, certes. Mais JAR a été aussi un collaborateur exceptionnel dans nos projets de recherche, nous, la communauté scientifique, et je tiens à remercier ses dirigeants pour leur ouverture et leur collaboration. Oui, parfait, merci. Les jeux de hasard et d'argent n'est pas une forme de consommation comme une autre. Comme l'alcool ou d'autres substances psychoactives, les jeux de hasard créent une accoutumance, une dépendance. Pour certains joueurs, le jeu demeure une source de méfaits importants et dommageables, ainsi que pour l'entourage et la société en général. Donc, j'aimerais vraiment souligner ces méfaits-là. J'aimerais commencer par parler des joueurs en premier. Lorsqu'on recense les méfaits associés, on se rend compte que les jeux de hasard et d'argent peuvent avoir des impacts sur de multiples sphères de vie du joueur. En premier, et sans aucune surprise, on retrouve les impacts économiques. Endettement, faillite, perte d'emploi, mais également l'impact sur l'entourage au niveau des relations significatives du joueur, les membres de l'entourage. Une dépendance souvent qualifiée de silencieuse, elle s'exprime lorsque les méfaits sont dévastateurs. Les jeux de hasard perturbent aussi la santé physique et mentale des joueurs et on observe beaucoup de comorbidités, des enjeux auxquels font face les services d'aide et les services et le traitement. Alors, pour compléter ce portrait général des méfaits associés aux jeux de hasard et d'argent, il faut également accepter un constat important, qu'on n'est pas tous égaux devant le jeu. Je dirais plutôt que les jeux de hasard et d'argent viennent creuser ou même exacerber les inégalités sociales qui existent déjà dans nos sociétés. Les GHA, par simplicité, soulèvent une question importante d'égalité sociale ou d'inégalité sociale en fait.
Les recherches concluent sur 2 constats et c'est important de les prendre en considération. Les dépenses au jeu sont concentrées auprès des joueurs problématiques. Alors qu'ils ne représentent que 2,7% des joueurs, ils sont responsables de 31,6% des dépenses. Ça, c'est des études qu'on a menées au Québec, qu'on a menées en France, en Allemagne, et les constats sont comparables. Cette concentration monte jusqu'à 76% pour les machines à sous, qui sont responsables d'une grande partie des revenus de l'État. Le deuxième constat est de se poser la question, qui sont ces joueurs problématiques? Et la réponse est encore plus inquiétante. Ces joueurs problématiques vivent beaucoup de précarité et à plusieurs niveaux. Une précarité économique, car ils déclarent des niveaux de revenus plus faibles, des vulnérabilités individuelles avec des personnes qui vivent avec des problèmes d'usage de substances et des problèmes de santé mentale. En somme, cette industrie des jeux est qualifiée de régressive. Ça veut dire que les personnes moins nanties dépensent une plus grande part de revenus aux jeux et contribuent de façon plus importante aux revenus générés de cette industrie et pour l'État. L'impact des GHA ne se distribue pas de façon égale à travers les groupes de la société et c'est un des facteurs importants pour lesquels il faut vraiment chercher à minimiser les méfaits, à protéger la population, une population qui est déjà vulnérabilisée, et promouvoir des valeurs fondamentales qu'on cherche toujours à maintenir dans notre société, qui est celle d'une plus grande équité sociale. Donc, j'espère que j'ai porté un peu la voix des joueurs par ces informations. Alors, la question qu'on se pose, comment est-ce qu'on peut protéger les individus? Comment est-ce qu'on peut protéger les communautés? La problématique des jeux de hasard et d'argent est complexe. Elle englobe à la fois des considérations de bénéfices économiques de l'industrie du jeu pour la société, mais aussi la question de la liberté du consommateur et celle de la souffrance humaine. Pour toutes des prises de décision, il faut mettre donc dans la balance toutes ces considérations d'ordre économique, de liberté et de vécu des personnes. La recherche a quelque chose à dire là-dessus et le constat demeure le suivant. Cette complexité requiert une compréhension du problème et des pistes de solutions qui touchent à tous ces niveaux de risque. Les solutions le plus souvent proposées et mises en place se concentrent pour l'instant au niveau du joueur, comme étant le seul acteur dans cet écosystème. Je pense que vous le voyez à l'écran. On voit vraiment 3 piliers. Il y a le joueur, il y a l'activité de jeu et il y a l'environnement de jeu. Malheureusement, on se concentre sur le joueur pour illustrer quelques exemples de comment d'autres niveaux sont importants. Pensons aux machines à sous. C'est des activités en soi qui représentent un risque pour la perte de contrôle. Pensons aussi aux jeux en ligne, qui est cette modalité qui vient de chambouler un peu tous nos modèles de compréhension de la relation jeu-joueur. Elle a mis à l'épreuve nos capacités d'autorégulation et a emmené un défi au niveau du risque de perte de contrôle, mais surtout au niveau du contrôle du marché. On ne peut pas ignorer le jeu comme un facteur de risque. On ne peut pas ignorer l'environnement de jeu comme un facteur de risque, au même titre que le risque qui se situe au niveau des personnes, leur personnalité, leur histoire de vie, leurs conditions de vie. Alors, quelles sont nos réponses? Actuellement, nos réponses demeurent situées au niveau des joueurs et leur responsabilité à se prendre... Pardon, je vais revenir à la 3e à cette heure. Je pense que c'est mieux pour l'instant. Situées au niveau des joueurs et leur responsabilité à se prendre en charge. C'est ce qu'on appelle les mesures de surresponsabilisation de l'individu, les mesures de jeu responsable, les mesures de prévention, de traitement. Elles sont toutes importantes, elles sont toutes nécessaires. On est aujourd'hui réunis pour célébrer la durée de vie d'un service fondamental dans notre société, celui de la ligne téléphonique, et il faut maintenir ces services-là, mais ces services vont être insuffisants, vont être moins efficaces si on ne pose pas les enjeux qui touchent aux autres dimensions de l'écosystème. Alors, il faut, selon la littérature scientifique, de considérer les mesures qui agissent sur l'ensemble des facteurs. Le type de jeu et le risque plus grand de certains jeux, l'environnement dans lequel se déploie l'offre de jeu également. C'est parfait, merci.
Alors, l'objectif ultime de tout projet de société en matière de jeux de hasard et d'argent devrait viser le bien-être collectif et l'intérêt public, de trouver un équilibre entre l'économie et la santé, de permettre d'allier des enjeux incompatibles et même, on l'a vu des fois, opposés, de répondre à des questions simples mais fondamentales auxquelles on ne répond pas en ce moment. Jusqu'où doit-on permettre une expansion du marché du jeu en ligne et du jeu en général? Quels risques représentent certains jeux et doit-on les tolérer, les bannir ou les limiter sur le marché? Comment encadrer l'offre de jeux? Comment assurer un environnement sécuritaire pour le joueur? Et comment prévenir et aider les joueurs qui vivent des problèmes? Cette complexité requiert une compréhension du problème et des pistes de solutions qui touchent à tous ces niveaux, comme on l'a dit, ce qui ne peut se faire sans la mise en place de politiques d'encadrement suffisantes et efficaces. Alors maintenant, je suis correct? Parfait. Alors, comment certains pays, dont le marché et les structures peuvent se comparer aux nôtres, ont répondu à ces questions? Alors, j'ai pris quelques exemples pour vous montrer que ces pays-là ont vraiment examiné ou donné une réponse qui est celle d'une régulation efficace, c'est-à-dire de regarder le problème de l'encadrement comme un pilier avec lequel on peut répondre à plusieurs niveaux de risque. Par exemple, l'Allemagne récemment a ouvert, et comme ça a été déjà mentionné, le problème du jeu en ligne est grandissant. Le problème du jeu en ligne vient vraiment tout défaire, nos façons de faire, puis il faut vraiment y faire face de façon assez éminente. L'Allemagne a ouvert son marché du jeu en ligne et l'a fait avec l'accompagnement d'un régulateur qui actuellement se penche sur les questions de l'expansion du marché, sur les questions des méfaits, sur les questions de la santé et des impacts sur les individus. Si on regarde aussi la France, qui a ouvert le marché du jeu en ligne en 2010, ça fait 14 ans que la France s'est dotée en fait d'un régulateur qui regarde à la fois les jeux qui sont présents sur le marché, les mesures qu'elle impose aux opérateurs pour s'assurer que l'environnement de jeu est sécuritaire et la prévention qui est faite. Et si on regarde la Norvège, par exemple, pour ne pas juste se cantonner dans la dimension du jeu en ligne, la Norvège se dote aussi d'un régulateur pour récemment, ils ont décidé, ils ont pris la décision de garder le monopole d'État, mais ils ont retiré, par exemple, les machines à sous du marché pendant un certain temps pour les réintroduire avec des décisions basées sur les données probantes, avec des configurations qui sont plus sécuritaires. Alors, quelques exemples nous permettent de voir que la régulation de l'offre est importante. Une régulation efficace est importante pour limiter les méfaits, mais aussi pour servir le bien commun. Plusieurs juridictions se sont dotées de cette structure réglementaire, un organisme de régulation indépendant qui permet de trouver un équilibre parfait ou qu'il cherche à trouver un équilibre parfait entre une économie saine et une protection adéquate de la population. Qu'est-ce que cette structure permet en fait? Elle permet de porter la voix souvent absente du joueur. Elle permet de porter la voix de l'industrie, du monopole d'État dans notre cas. Elle permet aussi de porter la voix des institutions de santé et les services sociaux. Elle permet aussi de s'assurer que les décisions se fondent sur des données probantes. Elle permet de réguler le financement de la recherche. Un tel organisme s'assure dans toute décision prise en matière de jeux de hasard et d'argent que la priorité demeure celle de protéger le public et de servir son intérêt, tout en cherchant à promouvoir le bien commun. Et je finirai en disant que le Québec possède un réseau de services complet et efficace. Assez, je vous dirais, on fait l'envie de beaucoup d'autres juridictions. Un système de monopole dont le mandat inclut la responsabilité sociale. Et ça, c'est aussi un levier extrêmement important. Et on possède aussi une force vive au niveau de la recherche. Vraiment beaucoup de relève, beaucoup de recherche qui se fait au Québec. Le Québec a toujours été un pionnier au niveau de la recherche scientifique en matière de jeux de hasard et d'argent.
Il est souhaitable que cette constellation d'acteurs puisse se réunir sous le leadership d'un régulateur fort et indépendant qui favorisera la protection de la population et servira surtout et avant tout le bien commun. Merci. Merci, Sylvia. Donc, comme je le disais tout à l'heure, on va prendre les questions seulement à la fin. Je reconnais l'horloge suisse. Ça a 2 secondes seulement de plus que ton 12 minutes. Bravo. Jean-François, je t'inviterai maintenant, si tu veux, à nous entretenir un peu de l'approche de santé publique et de la prévention en matière de jeux de hasard et d'argent. Alors, je te laisse la parole. Oui, je ne promets pas d'être aussi bien timé que Sylvia. OK. Première des choses, quand même, ça fait quand même un certain temps, moi, que je travaille sur ce dossier-là, le phénomène des jeux de hasard et d'argent. Et en ce sens, j'ai été témoin quand même de plusieurs changements depuis le début de ma carrière là-dessus. J'ai suivi plusieurs événements qui ont marqué un peu l'histoire du phénomène au Québec aussi. Et je dois quand même souligner, je suis vraiment très content d'être ici aujourd'hui puis d'être accompagné de gens que je respecte beaucoup. Puis je reconnais dans l'assistance aussi des gens avec qui j'ai pu interagir par le passé. Donc, je vois qu'on a des gens qui connaissent plus ça, d'autres qui connaissent moins ça. Donc, je vais quand même tenter d'expliquer un peu ce qu'on fait, c'est quoi le rôle de la santé publique, mais j'aimerais quand même souligner de façon très sentie le travail de Jeux Aide et Référence parce que depuis que j'ai commencé à m'intéresser au sujet, ils sont là et ils ont évolué. Et des choses qui des fois restent pareilles, ils ne changent pas, mais il y a vraiment un désir d'amélioration qu'on voit dans cet organisme-là. Et puis, c'est toujours, moi, quand je les donne en référence, j'ai toujours très confiance. Donc, vraiment, merci beaucoup de me recevoir aujourd'hui, puis félicitations pour vos 30 ans d'existence. Vraiment, merci beaucoup. Donc, ça, c'est la première des choses. La deuxième des choses, peut-être, je ne veux pas vous perdre. Là. Des fois, en santé publique, on a des termes, on a des choses, là, puis on amène les gens. Mon rôle aujourd'hui, c'est d'essayer que vous ayez compris quelque chose après que j'ai fini de parler. Donc, c'est déjà un grand défi pour moi. Voilà. Donc, si on regarde l'approche de santé publique, souvent, quand on parle de prévention, pour les gens qui sont moins familiers, le commun des mortels, si on fait un vox pop, ben, la prévention, c'est on donne un dépliant. Ça s'arrête un petit peu à ça. Mais en fait, quand on étudie la prévention de façon un peu plus approfondie, puis là-dessus, je rejoins tout à fait Sylvia, c'est qu'on regarde, dans le fond, il faut regarder comment se construisent les comportements. Les comportements ne se construisent pas, ça ne pousse pas tout seul dans un champ, là, un comportement, ça vient, il y a toutes sortes d'influences, hein, qu'on appelle des facteurs, des déterminants sociaux, c'est comme ça qu'on appelle ça en santé publique, donc déterminants des comportements, qui sont sociaux-environnementaux. Et dans le cas du jeu, dans le fond, on a vraiment 3 familles d'influences. Donc, on a évidemment le type de jeu qui est disponible. Donc, Sylvia en a parlé un petit peu. Donc, les gens qui travaillent un petit peu là-dessus savent qu'acheter un billet de loterie, c'est pas du tout la même chose au niveau des représentations sociales puis au niveau du comportement que de jouer sur une machine à sous où ça va très rapidement. Et puis, donc, il y a vraiment des différences au niveau des jeux et ces différences-là doivent être prises en compte dans la façon dont le comportement évolue. Donc, ça, c'est une des choses en santé publique. Un autre élément, c'est vraiment l'environnement. Puis, quand on parle d'environnement, évidemment, si vous avez regardé un petit peu ce que fait la santé publique, on parle d'accessibilité parfois, donc le temps que ça prend pour se rendre au site de jeu, mais est-ce que c'est proche, bon, est-ce que les heures d'ouverture, tout ça, donc l'environnement comme tel, quand le jeu est accessible, mais il y a effectivement toute la publicité, la promotion et la norme sociale. Et cette norme sociale-là, elle change. On voit quand même, on a des exemples au Québec, là, et il y a aussi tout l'aspect réglementaire. Donc, si on interdit au moins de 18 ans puis qu'on applique la règle, ça va quand même avoir un effet sur les comportements. Et petit virage dans le champ gauche ou dans le champ droit, je ne sais pas. Mais pendant la pandémie, moi, là, on ne parle plus de jeu, j'ai dû mettre mon travail d'analyste de données socio-sanitaires au service de la direction, tout ça. Et puis, quelque chose qui était très intéressant, c'était, quand on parle des normes sociales, tout le monde a entendu l'histoire du masque, le fameux port du masque pendant la pandémie. Alors, au départ, ça avait été un petit peu mis de côté. On disait, bon, c'est plus ou moins recommandé, tout ça.
Mais il y avait quand même, dans les communautés culturelles, ils portaient beaucoup le masque. Parce qu'eux avaient, dans les normes de ces gens-là, les nouveaux arrivants, tout ça, les gens qui n'étaient pas nés au Canada, porter le masque, c'était plus naturel pour eux, et donc ils le faisaient davantage. Donc on voyait des différences. Et à partir du moment où ça a été recommandé, on a vu graduellement, moi je suivais les statistiques, monter. Et c'était beaucoup lié à la norme sociale, parce que ce n'était pas encore un règlement, pour topper à peu près à 70 %. Et à peu près à 70 % ça n'augmentait plus, malgré les efforts, jusqu'à temps qu'on passe un règlement. Et là, quand le règlement a passé, paf, on est rendu à 97 % des gens qui le portaient. Fait que c'est juste pour vous dire que c'est vraiment une construction, tout ça. Et ça va aussi, j'ai fait cet exemple-là, mais ça va pour le jeu. Il me reste 2 minutes, tu me dis? C'est bon, c'est bon. OK. Fait que dans le fond, voilà. Fait que là, je vous ai dit que c'est les jeux, et évidemment, les environnements, et aussi les joueurs, les caractéristiques des joueurs, donc les intérêts, les traits de personnalité, et des facteurs socio-démographiques aussi, comme par exemple la scolarité, tout ça. Les gens, disons, les pairs, le réseau interpersonnel de la personne va avoir aussi comment les normes sociales circulent là-dedans, vont influencer le joueur. Donc, ça, c'est le premier bout. Le mandat de la direction de santé publique, en fait, à partir de cette approche, c'est quoi? C'est, d'une part, documenter l'évolution du phénomène. Et donc, ça veut dire que ça va passer par des enquêtes de santé. Hein, des enquêtes sur qui joue, à quoi on joue, la présence de méfaits, tout ça. Parce que c'est là-dessus que, comme santé publique, lorsqu'on demande, par exemple, notre avis pour aider à prendre certaines décisions, c'est là-dessus. Un des pans, ça va être vraiment ça. Et on doit documenter aussi, dans la mesure du possible, dans quelle mesure c'est accessible, quels jeux sont accessibles, à quoi on joue, quelles sont les dépenses des joueurs, toutes sortes de choses qui vont aider, dans le fond, à faire des recommandations et à aider, finalement, à prendre des décisions. Et vous aurez compris qu'à la santé publique, on a quand même un biais pour la santé de la population, là, c'est assez connu. Voilà. Donc, ça, c'est une des choses qu'on va faire. Donc, documenter le phénomène. Sinon, ce qu'on va faire, c'est qu'on va évaluer les risques à partir des informations qu'on a. Et à partir de l'ensemble de l'œuvre, on a le devoir d'informer les décideurs, les organismes, les gens avec qui on travaille, pour les aider à faire justement leur travail de façon efficace. Parce que pour faire des bonnes interventions, c'est plus facile quand on a les bonnes informations. Voilà. Donc, on a un devoir d'informer et donc on va, au besoin, faire des recommandations. Mais sinon, ce travail-là prend différentes formes. Et puis là, avant qu'il me reste plus de temps, on va pouvoir mettre peut-être une carte qui va exprimer un petit peu le type de soutien qu'on peut faire. Ça, c'est une carte qu'on a fait. On avait eu les données pour où étaient localisés les points de vente de loterie. Et puis, dans le fond, ce qu'on a fait, c'est qu'on a des gens qui travaillent à faire de la prévention auprès des gens des milieux scolaires, auprès des élèves et tout ça. Et puis, dans le fond, à partir de cette carte-là, on a identifié les écoles secondaires qui étaient le plus exposées, parce qu'on sait que les jeunes, à partir des données, un des jeux les plus populaires, c'est vraiment les gratteux, là, les loteries instantanées. Ils jouent à d'autres choses aussi, mais il faut mettre ça à jour, mais c'est un des jeux les plus populaires. Et puis, dans le fond, ce que ça permet, ce type d'information-là, c'est que ça permet de cibler les endroits où on peut intervenir ou d'aller sensibiliser peut-être les gens, les points de vente, de dire, écoutez, faites attention, il y a des jeunes qui jouent à ça. Et puis, comprenez que la prévention, on ne peut pas faire une seule cible. Les gens qui travaillent généralement vont travailler sur les substances psychoactives, sur les boissons énergisantes, et le jeu va faire partie de ces interventions-là. Donc, on peut aller rencontrer les gens, sensibiliser les milieux à partir d'informations comme ça sur le milieu. Donc, c'est là que l'approche environnementale est utile. Puis on peut peut-être prendre une dernière slide, là. Donc, ça, c'est des données qu'on a sorties. On a fait ça récemment. Dans le cadre, évidemment, il y avait l'intention de mettre un salon de jeu au Centre Bell, là, pour ceux qui ont peut-être suivi ça. Donc, ça fait partie des travaux qu'on a fait. On a remis à jour, dans le fond, une carte montrant la vulnérabilité dans les différents secteurs de Montréal pour permettre justement à la directrice de se positionner là-dessus. Il y avait toutes sortes d'autres analyses, mais c'est pour montrer le type de travail là, qu'on peut produire. Et puis ça, il y a beaucoup d'autres exemples, là. Donc, je ne sais pas si j'ai pas mal fini.
3 minutes, j'ai déjà tout dit ce que j'avais à dire. ben voilà, en fait, c'est ça. Dans le fond, l'idée, c'est vraiment de soutenir les milieux. On fait aussi du transfert de connaissances, c'est-à-dire qu'on va rencontrer dans certains colloques, tout ça, on va aller partager l'information qu'on dégage, qu'on fait pour que les gens soient mieux équipés, sachent comment s'adresser, puis ajustent leurs interventions pour que ce soit le plus efficace possible. Donc, en gros, c'est ça. En ce moment, on est en train de préparer justement avec la chaire de recherche une étude pour mettre à jour les connaissances là, parce qu'on a eu la pandémie. La pandémie a bouleversé quand même les habitudes de jeu. Donc, on sait qu'il y a eu une augmentation du jeu en ligne. On sait qu'il y a eu les habitudes de jeu hors ligne qui ont quand même été délaissées parce que les sites étaient fermés ou que les gens voulaient moins s'y rendre. Ils devenaient un peu plus craintifs. Donc, ça, c'est une des raisons. Donc, en ce moment, on a des informations qui nous disent, OK, le jeu en ligne a augmenté. Mais là, en ce moment, on ne sait pas, est-ce que ça s'est stabilisé? Est-ce qu'avec le retour de l'ouverture des sites de jeux, tout ça, qu'est-ce qu'il y en est des comportements? On a vraiment besoin de le savoir, donc c'est une des études qu'on va faire, et ça va permettre évidemment là, d'avoir une meilleure idée de ce qui se passe aussi. Puis on va utiliser aussi des nouveaux indicateurs pour témoigner des méfaits des jeux de hasard et d'argent, en incluant notamment les impacts sur les proches, qui sont souvent cités dans la littérature, mais qui sont relativement peu documentés dans les enquêtes de santé. Voilà, merci. Merci Jean-François. À mon tour. Donc, oui, merci. Comme l'ont mentionné mes collègues avant moi, si on souhaite être en mesure de réduire les méfaits liés au jeu, on doit bien comprendre l'environnement de jeu, dans le fond, dans lequel gravite le joueur. Donc, sur la base des travaux menés au Québec et ailleurs dans le monde, il ne fait aucun doute qu'un des éléments structurels auxquels on doit accorder davantage d'attention en termes d'environnement de jeu, c'est la publicité. Donc, c'est ce sur quoi je vais vous parler notamment. À cet effet, nos récents travaux mettent en lumière que plus de la moitié des joueurs qui se sont adonnés à des jeux de hasard et d'argent en ligne pendant la première année de la pandémie ont dit avoir été exposés extrêmement souvent, à de la publicité sur le jeu en ligne pendant la première année. Donc, malgré les méfaits associés aux jeux de hasard et d'argent, les campagnes publicitaires et promotionnelles encouragent activement les comportements de jeu et en véhiculent une image particulièrement positive, qui fait généralement fi, en fait, des risques potentiels et qui n'intègre généralement ou rarement ou pas du tout de messages de prévention. Donc, on y associe plutôt le jeu à l'aventure, à l'hédonisme, au plaisir, à la richesse, au rêve, à l'espoir d'une vie meilleure. Donc, c'est toutes des dimensions qui ont été documentées par la littérature. Les études menées sur les impacts de la publicité entourant les jeux de hasard et d'argent ont par ailleurs démontré que celle-ci est associée à une augmentation des intentions de parier et des comportements de jeu, et ce, particulièrement chez les personnes qui vivent des difficultés avec leurs habitudes de jeu et chez les jeunes. Les joueurs que nous avons interrogés dans le cadre de notre projet que nous avons mené dans les dernières années nous ont aussi dit, parmi ceux qui disaient avoir augmenté leurs habitudes de jeu en ligne, que la publicité avait contribué, pour plusieurs d'entre eux, à l'augmentation de leur pratique de jeu. Donc, en parallèle au discours sur la publicité, se déploient également ceux de la prévention et du jeu responsable. Ces derniers visent généralement à prévenir les méfaits liés au jeu en informant le joueur et en l'outillant afin qu'il soit en mesure de contrôler ses comportements de jeu, puis afin qu'il soit en mesure de demander de l'aide, notamment s'il en a besoin. Donc, ensemble, bien qu'ayant en théorie des objectifs opposés, les discours issus de la publicité, de la prévention et du jeu responsable qui sont diffusés dans l'espace public font partie des éléments qui composent l'environnement de jeu et auxquels sont exposés non seulement les joueurs, mais aussi leurs proches et la population générale. Donc, ils sont en quelque sorte les deux côtés d'une même médaille et contribuent à construire notre rapport au jeu et notre rapport aux joueurs aussi, et plus particulièrement aux joueurs qui vivent des difficultés. Donc, c'est un peu dans ce contexte-là qu'avec mes collègues Sylvia Kérouz et Martin French, qui est aussi dans la salle aujourd'hui, nous avons mené dans les dernières années un projet de recherche qui visait à comprendre de quelle manière interagissent les discours issus de la publicité et de la prévention et du jeu responsable dans la construction, en fait, des images qu'on entretient des joueurs et des joueurs qui vivent des difficultés notamment. Donc, quels sont les messages de prévention qui sont véhiculés? Est-ce qu'ils atteignent leur objectif? Comment ils interagissent avec les messages de publicité?
Donc, plus spécifiquement, on a voulu comprendre les cadres offerts par ces messages-là pour la construction de l'image du joueur dans l'espace public. Quelles images ces messages renvoient-ils de lui-même au joueur qui vit des problèmes, à son entourage et à la population générale? Donc, afin de répondre à cette question, on a procédé à une analyse de discours des messages télévisuels de publicité, de prévention et de jeux responsables qui ont été diffusés dans l'espace public sur une période de 10 ans, donc de 2007 à 2017 au Québec. Donc, ces messages ont été produits par différents acteurs, donc la Société d'État, les autorités socio-sanitaires, la Fondation Mise sur Toi. Nos analyses ont permis de mettre en lumière 3 personas, en fait, du joueur véhiculé dans l'espace public à cette époque-là, donc de 2007 à 2017. Mais c'est des personas qui coexistent encore dans l'espace public à l'heure actuelle. Donc, des constructions sociales, ça perdure dans le temps. Ça se construit à travers le temps et ça perdure dans le temps. Donc, il s'agit du joueur pathologique déviant, du joueur responsable et du joueur gagnant. Donc, le joueur pathologique déviant est celui qui ne sait pas s'arrêter, qui ne sait pas se contrôler, celui qui est amené à mentir et à négliger ses proches en raison de ses comportements de jeu. Cette représentation du joueur a été véhiculée principalement à travers des messages de prévention. Le joueur est absent, on en fait une image de lui qui est absent et ment à ses proches, adopte des comportements inacceptables socialement et ne sait pas s'arrêter malgré les risques et conséquences liés à ses comportements. Le joueur pathologique déviant était entre autres dépeint comme un parent et un conjoint absent et non disponible pour ses proches. Le rôle de parent et de conjoint ont d'ailleurs été particulièrement investis à cette époque-là dans ces messages de prévention. Donc, il est incapable d'assurer ses responsabilités de parent et de conjoint en raison de ses habitudes de jeu. En plus de sa propension au mensonge, le joueur pathologique déviant est présenté comme un individu susceptible de se comporter de manière répréhensible, notamment de voler ses proches. Donc ça, c'est des images qu'on a vues circuler, notamment à la télévision. Le joueur responsable, quant à lui, a la capacité d'intégrer le jeu de manière équilibrée à travers les différentes sphères de sa vie. À travers les autres occupations et rôles qu'il occupe au quotidien, il s'adonne de temps à autre à des jeux de hasard et d'argent. Le jeu est pour lui un divertissement, au même titre que tout autre passe-temps. Le joueur responsable a également la capacité de prendre les bonnes décisions à la lumière des informations qui lui sont présentées et sait se mobiliser et demander de l'aide advenant l'éventualité où il vivrait des difficultés avec ses habitudes de jeu. La dernière image du joueur véhiculé dans l'espace public, mise en lumière par les analyses qu'on a menées, c'est celle du joueur gagnant, qui est principalement issue de l'analyse de messages publicitaires, donc de publicité. Donc, contrairement aux images précédentes, il s'agit d'une image du joueur extrêmement positive, qui s'inscrit en parfaite adéquation avec différentes valeurs de l'idéologie néolibérale, entre autres la richesse, la performance, la liberté, le succès, etc. Donc, la représentation du joueur gagnant est marquée par 5 grandes dimensions. Il est libre de faire et d'être ce qu'il veut, libre de toute responsabilité, de toute obligation, et est présenté comme ayant une vie agréable, centrée sur ses envies et sur le plaisir. De même, le joueur gagnant est présenté comme ayant accès à une vie de luxe, et le jeu est un instrument pour passer d'une vie quotidienne ordinaire à une vie de luxe beaucoup plus riche et intéressante. Le joueur gagnant est également souvent présenté comme quelqu'un de particulièrement chanceux. C'est une idée qui s'inscrit par ailleurs en contradiction avec certains messages de jeux responsables qui visent à démystifier certains concepts en lien avec les jeux de hasard et d'argent. Le joueur gagnant se réalise en tant qu'individu, il réalise ses rêves et il actualise son potentiel. Enfin, le joueur gagnant, c'est monsieur et madame tout le monde. Donc, cette vie de liberté, d'actualisation de soi, de luxe, c'est un peu comme si on disait qu'elle est accessible à tout le monde, à la fois aux joueurs récréatifs et aussi aux joueurs qui vivent des difficultés. Donc, ensemble, quelles images, ces messages véhiculent-ils des joueurs qui vivent des difficultés? Comment ils interagissent, ces discours-là? C'est pour ça que c'est représenté avec des flèches, de manière circulaire avec des flèches, là, c'est volontaire. Donc, en fait, sur le plan de la prévention, on était en présence d'images extrêmement négatives, en fait, du joueur qui vit des problèmes, sans égard aux produits, à l'environnement et à la souffrance aussi de ce joueur-là et de ses proches. Quant à l'image du joueur responsable, ce que la littérature scientifique nous dit, c'est que ces messages sont perçus comme étant très stigmatisants par les joueurs qui vivent des problèmes, qui se perçoivent ou sont perçus à travers ces messages comme incapables de se contrôler, pas intelligents, irrationnels et toutes sortes d'autres idées préjudiciables, je vais dire, à leur égard. Soit en fait l'inverse du joueur responsable. Donc,
c'est important de souligner ici que la stigmatisation à l'égard du jeu problématique, c'est documenté aussi par la littérature comme étant un frein à la demande d'aide, comme étant un obstacle à la demande d'aide. Donc, c'est important de s'intéresser à ces discours, en fait, qui peuvent constituer des freins à la demande d'aide de par les images qu'ils le véhiculent des gens qui vivent des difficultés. Donc, ensemble, les images du joueur pathologique déviant et du joueur responsable. Je vais surveiller mon propre temps, là, ça demande un peu de gestion. Les images du joueur pathologique déviant et du joueur responsable renforcent l'idée que les problèmes de jeu sont un problème de nature individuelle, comme le disaient mes collègues d'ailleurs, dont la responsabilité repose sur les épaules de la personne qui joue. Donc, finalement, ces deux images-là du joueur cohabitent dans l'espace public avec l'image du joueur gagnant. Donc, cette image est issue des messages de publicité qui sont très présents dans l'espace public. On l'a nommé tout à l'heure, notamment, notre enquête l'a révélé. Celle-ci interpelle par ailleurs davantage les joueurs qui vivent des problèmes. Donc, on sait que ce sont les joueurs qui sont particulièrement interpellés par la publicité et qui sont, quant à eux, par ailleurs, représentés négativement dans l'espace public, tout en contribuant de manière disproportionnée aux revenus de l'industrie du jeu. Donc, vous voyez qu'ici, c'est un constat là, qui est quand même préoccupant quand on pense à ces personnes qui sont quand même en souffrance. Donc, ces constats soulèvent des questions importantes, notamment sur le plan de la responsabilité. Voilà. Donc, d'abord, en matière de production des discours. Donc, la responsabilité, ce n'est pas quelque chose de bidirectionnel seulement, là. Il y a plusieurs acteurs impliqués là-dedans. Donc, la communauté scientifique doit prendre sa part de responsabilité, donc nous, chercheurs, car les discours véhiculés dans l'espace public sont le plus souvent le fruit de travaux conduits dans une perspective individualisante des méfaits et des problèmes liés au jeu. Donc, depuis des décennies, on a étudié le joueur qui vit des problèmes sous toutes ses coutures. Mais on ne peut pas en dire autant du jeu comme produit et de l'environnement de jeu et des structures qui le paramètrent. Donc, cette perspective doit subir un changement. Ensuite, au plan de la prévention, on a de très belles initiatives avec des organismes formidables, mais il apparaît essentiel que la prévention revienne dans les mains des organisations dont c'est la mission de le faire et qui soient davantage et mieux appuyées aussi en termes de ressources pour le faire. Et sur ce plan, si on souhaite vraiment s'inscrire dans une perspective de réduction des méfaits en termes de prévention, oui, on doit s'intéresser aux méfaits liés au comportement de jeu, bien évidemment, mais dans une perspective de réduction des méfaits, on doit aussi s'intéresser aux méfaits qui proviennent des politiques en matière de jeux de hasard et d'argent. Et ça parle d'encadrement, comme l'ont dit mes collègues. Donc, la mise en place d'un système d'encadrement et de régulation en matière de publicité apparaît également comme étant incontournable, particulièrement avec l'essor fulgurant du jeu en ligne. Dans un environnement de jeu idéal, la publicité et la promotion n'existeraient pas et seraient soumises à une législation stricte, comme c'est le cas pour le cannabis et pour le tabac. Voilà, merci beaucoup. Donc, Max, à toi maintenant de nous entretenir de la prévention et la pratique. Allô, est-ce que vous m'entendez? Oui, parfait. Bonjour. Moi, je suis directeur des programmes de prévention à la Maison Jean Lapointe, un des organismes qui œuvre en prévention auprès des 15-25 ans en matière de jeux de hasard et d'argent. Quelques statistiques, juste pour dire que la Maison Jean Lapointe, elle a rejoint à travers ses programmes de prévention plus d'1 million, 1,1 million. Et c'est avec le jeu, mais on a aussi des programmes en lien avec l'hyperconnectivité, donc la cyber, les écrans, ainsi que tout ce qui est substances psychoactives. Voilà, donc plus de 175 000 personnes rejoints avec notre atelier activité sur les jeux de hasard et d'argent sur la grande région à Montréal depuis 2000, ça fait 20 ans, depuis 2004. Mais aussi la Maison Jean Lapointe est d'abord connue comme centre de traitement, plus de 40 ans d'expérience dans le domaine, avec plus de 10 000 personnes traités, qui sont venus à la Maison Jean Lapointe, soit en fait à l'interne, mais aussi à l'externe. On a aussi un programme à l'externe pour le jeu pathologique, pour l'alcool et autres substances, plus de 20 000. Mais on a aussi un programme d'aide à la famille et l'entourage, qui d'ailleurs, il ne faut pas les oublier, parce qu'on sait, en moyenne, pour une personne dépendante, il y a 4 à 10 personnes de l'entourage qui sont affectées aussi par la dépendance. Et on a donc un programme qui œuvre au sein de l'entourage,
tant en substances, avec les substances et aux drogues, mais aussi avec le jeu. La Maison Jean Laplante, en termes de prévention, elle a une activité qui présente au milieu 4e, 5e secondaire, ainsi que des organismes de réinsertion, des organismes communautaires également, qui s'appelle Mon Tour. Et j'ai décidé, on peut passer à la prochaine diapo, merci. Quelques extraits de notre atelier. L'atelier cherche d'abord à développer l'esprit critique chez les individus, chez les participants, pour sensibiliser donc c'est quoi un jeu d'argent. On sait que depuis les dernières 15-20 ans, le jeu évolue. D'ailleurs, on l'a bien parlé aujourd'hui. Le jeu en ligne qui change et qui chamboule en fait tout l'environnement. On fait aussi la distinction entre qu'est-ce qu'un jeu de hasard et d'argent et un jeu vidéo. Et en fait, comment est-ce que la frontière entre les deux est de moins en moins évidente et de plus en plus floue et vont en fait influencer l'un et l'autre pour essayer d'élargir en fait l'offre de jeux et attirer le plus de monde possible à travers donc cette offre-là. On parle aussi, on va parler aussi des fausses croyances que les individus peuvent entretenir. Par exemple, on parle d'illusion de contrôle, qui d'ailleurs est des fois ou souvent même véhiculée lors des publicités. Si aujourd'hui vous avez de la chance, allez-y, jouez. Voilà, entre autres. Mais on va aussi également parler donc que le jeu vidéo en fait a vraiment évolué à travers les dernières années et que l'industrie en fait a changé, a évolué pour divertir. À la base, si on pense même à Pac-Man au tout début, c'était vraiment le but était de divertir les joueurs, qui est passé plutôt vers un modèle vers le profit, donc des microtransactions, la possibilité donc de dépenser de l'argent à travers le jeu tout au long. Et même s'il y a des jeux gratuits, il y a toujours possibilité de dépenser de l'argent. Et je pense à Fortnite par exemple, qui a fait aussi couler beaucoup d'encre les dernières années, est un très très bel exemple. Et donc on introduit la gamification, donc qui est donc la gamification, donc de rendre les jeux de hasard, les jeux de vidéo comme des jeux de hasard et d'argent. Et ensuite, l'inverse est aussi vrai. Donc une ludification des jeux de hasard et d'argent pour attirer plus de joueurs. Ce qu'on observe, on peut passer à la prochaine diapo. On parle beaucoup de stratégie de l'industrie et ce qu'on observe chez les participants, chez les jeunes qui vont suivre l'atelier, en fait, réalisent les jeux qui jouaient, il y a un élément de hasard qui est souvent méconnu. Et c'est une des premières réactions qu'on a de la part des réactions. Comment ça se fait que c'est permis ou comment ça se fait qu'on ne sait pas ou comment ça se fait qu'on nous encourage à travers donc, cet univers-là. Je parle des jeux notamment. Il y a certains éléments qu'on en a parlé aujourd'hui du panel. On parle beaucoup d'environnement. Donc en fait, comment est-ce que l'environnement, des fois, est propice, nous encourage à jouer. À quel point est peut-être aussi banalisé. Donc en effet, à travers des publicités, on va voir les gagnants notamment. On va mettre beaucoup en avant les gagnants, sans nécessairement parler des risques à travers ces jeux-là. Et toute l'illusion de gratuité également. Donc ces jeux sont offerts souvent, les jeux vidéo gratuitement. Mais si c'est gratuit, c'est qu'il y a quelqu'un qui est le consommateur ou en fait quelqu'un est le produit et c'est les joueurs. Donc toute la collecte de données également qui est utilisée et qui n'est pas nécessairement toujours accessible également par la santé publique ou par d'autres organismes également. Tout ça pour dire que c'est un milieu qui est aussi peu réglementé ou qu'il est de moins en moins face à toute la nouvelle réalité du jeu en ligne. Donc on parle certains pays qui ont banni par exemple les loot box ou toutes les boîtes à surprises dans les jeux. Je pense à Fortnite par exemple où on considère donc la possibilité de dépenser de l'argent pour avoir la chance de gagner donc des items considérés comme un jeu d'argent. Donc certains pays l'ont interdit mais pas d'autres. Et on parle aussi à travers cette stratégie donc d'offre de jeux en ligne, ça soit à travers
les jeux vidéo, mais aussi le jeu de hasard et d'argent, c'est le temps. En fait, le plus le temps qu'on passe dessus, quelqu'un se fait de l'argent. Et donc, en fait, comment le système de récompense, donc la dopamine, est sollicité à travers différentes, que ce soit les notifications des jeux vidéo. Si on ne se connecte pas à certaines heures, c'est intéressant, une notification qui arrive pour nous encourager. Que ce soit des affaires de daily logins, donc à chaque jour qu'on rentre dans le jeu, on a une récompense pour poursuivre. Donc, des stratégies mises en place par l'industrie. J'essaie de voir si j'oublie quelque chose. On finit, c'est sûr, à travers les ateliers, que ce soit avec le jeu d'argent, mais toutes nos activités, la demande d'aide, qu'on travaille aussi. On sait que c'est pas tout le monde. D'ailleurs, c'est pas tous les adultes qui ont de la facilité à demander de l'aide, encore moins des fois les jeunes. Donc, on met vraiment de l'avant. Est-ce que demander de l'aide, c'est faire preuve de faiblesse ou faire preuve de force, de courage? Donc, pour encourager la demande d'aide, parler des ressources disponibles, dont je ai des références. Donc, on cite à chacun de nos ateliers une ressource quand même très importante et, je pense, vitale dans l'environnement. Également, donc, des ressources disponibles à l'école, que ce soit des intervenants des TES, les intervenants présents dans les écoles ou à l'extérieur également. On finit, nous, avec l'atelier, on remet toujours un micro-livre qu'on remet aux jeunes, qui est vraiment, d'ailleurs j'en ai, mais dans mon sac, je pourrais en distribuer quelques-uns si vous en voulez, mais un micro-livre avec tout le contenu de l'atelier, ainsi que les références, les ressources disponibles pour les jeunes et les participants. Moi, ça fait à peu près le tour par rapport à l'atelier. Donc, merci pour votre écoute. Merci beaucoup, Marc. Donc, voilà. Donc, nous sommes maintenant rendus à... Lucie, t'es où, Lucie? Ah, voilà. Tu vas me dire le temps pour la suite des choses. Super. Donc, nous sommes rendus à la partie où on discute ensemble, en fait, où on va converser ensemble. Donc, j'aimerais, en premier lieu, on laisse la parole aux invités. Donc, est-ce que certaines d'entre vous auraient des questions, des commentaires à adresser à nos chers panélistes à l'avant? Je vous invite, là, si vous avez des questions, vous pouvez seulement lever la main et intervenir. Puis je vais quand même répéter la question au micro pour la captation parce que nous sommes filmés. Donc, voilà. Monsieur Sassi, oui? Bonjour tout le monde. Merci Sylvia. Merci Sylvia. Bonjour tout le monde. Je m'appelle Hubert Sassi. Je suis à Société Nouvelle, conseil en prévention. Mais ceux qui se demandent où est-ce que moi je vis, j'ai été 32 ans directeur général de Tucalcon et 12 ans à la présidence du conseil d'administration de l'Institut. Et je crois que j'ai apporté ma très modeste contribution au développement, à la fois des programmes de prévention, de programmes de recherche, n'est-ce pas? Il y en a ici qui sont bien placés pour le savoir, et pour le développement de ce qu'on a appelé les indicateurs de jeu à faible risque. J'ai vu comme de petit lait 99% de ce qui a été dit sur cette scène. Il y a surtout ce qui n'a pas été dit qui me traficote un peu. Et ce qui n'a pas été dit, c'est, je vais appeler ça l'éléphant dans la pièce, la présence d'opérateurs illégaux de jeux en ligne qui ont contribué à augmenter de manière assez extraordinaire le développement du jeu en ligne, l'accroissement des joueurs, l'accroissement des mises, l'accroissement de... Si on regarde ce qui s'est passé en Ontario, en 2 ans, ils ont triplé le montant de jeu, ils ont triplé le nombre de joueurs, ils ont triplé le montant des sites, et l'Ontario est devenu le 6e marché mondial du jeu en ligne. Ils sont 10 millions. Alors, ceci pour dire que c'est de tout ce que je sais, et vous me contredirai si je me trompe, un des éléments de prévention, outre la recherche indispensable, la transmission de la recherche en politique publique indispensable, mais aussi, ce qui est reconnu universellement jusqu'à nouvel ordre,
l'existence de monopoles d'État qui sont pas parfaits, mais qui sont la moins pire des choses pour prévenir les abus. Alors, c'est important de parler de ça, parce que c'est, je me permets de le dire, l'éléphant dans la pièce. Je ne sais pas si vous avez peur d'en parler en avant, mais pour moi, c'est la chose la plus importante des trucs dont vous parlez, c'est les hameçons pour aller chercher les nouveaux joueurs, pour les faire rentrer sans payer et les amener à payer par la suite. Parce que pour moi, là, c'était écrit gros comme ça sur l'écran, même si ce n'était pas sur l'écran. Alors, j'aimerais juste que vous me disiez comment vous réajustez à ce que je viens de dire. Si je dis des conneries, corrigez-moi. Si ce que je dis à peu près du bon sens, rassurez-vous. Merci. Merci. Je vais tenter de résumer votre intervention pour la captation. Corrigez-moi si je me trompe. Donc, vous soulevez en fait l'éléphant dans la pièce que vous nommez, c'est-à-dire la présence sur le marché d'opérateurs en ligne illégaux, donc qui ont contribué à l'augmentation des mises, des comportements de jeu, etc. Vous avez mentionné comme exemple l'Ontario, qui est devenu le 6e marché mondial en termes de jeux en ligne. Et en fait, le point que vous trouvez qui n'a pas été nécessairement abordé jusqu'à maintenant dans le panel, c'est l'importance et la place du monopole d'État, dans le fond, dans ce paysage-là du jeu en ligne. Sylvia l'a effleuré, par contre, ça sera capté là, dans l'enregistrement. Donc, comment réagissez-vous, chers panélistes? Est-ce que certaines souhaitent se lancer en premier? Jean-François, je te vois t'approcher. Ben moi, je peux vous rassurer, Monsieur Sassi, j'ai pas peur. Donc, quand on parle d'éléphants dans la pièce, je pense qu'on a mis la table. Ça change pas l'approche de santé publique. Là, les choses évoluent depuis longtemps. Ça a commencé, le jeu a été légalisé au Québec en 1969. Il y avait seulement des billets de loterie. Il y a eu une expansion. Il y a eu toutes sortes de changements. Et puis, c'est plutôt avec l'arrivée des appareils de loterie vidéo et les casinos là, que la santé publique a commencé à s'intéresser à ça et les cadres ont été mis en place. Donc, moi, dans le fond, je vous ai présenté un petit peu comment fonctionne la santé publique, le travail qu'on fait. Puis, dans le fond, nous, ce que j'ai nommé tout à l'heure, c'est qu'il y a eu une augmentation du jeu en ligne qui a été documentée, qui est très importante. Et ça, c'est un enjeu de santé publique. Et là, après ça, comment s'articule la participation au jeu en ligne, comment s'articule la participation au jeu dans son ensemble? C'est sûr qu'en ce moment, il y a une grande nécessité de faire un portrait global parce qu'avec la pandémie, on ne sait pas non plus comment se sont maintenus, comment ont été réinvestis le jeu aux appareils de loterie vidéo, comment les habitudes se sont poursuivies, puis est-ce que cette augmentation-là du jeu en ligne s'est stabilisée? Donc, quand vous parlez d'un éléphant dans la pièce, en fait, on parle plutôt d'une grande nécessité de faire d'avoir un portrait global de la situation, des habitudes de jeu. Et puis, là vient la question ensuite, de se questionner à savoir, est-ce que le modèle qu'on a en ce moment, c'est le bon? Est-ce que le modèle qu'on a mis en place est encore le bon? Donc, c'est la question. Et ça, c'est sûr que je suis un acteur qui va amener des informations sur les habitudes de jeu, les dépenses, la prévalence et tout ça. Et on est un acteur qui va amener l'information autour de la table et qui va faire des recommandations, si on nous le demande et si on est présent, pour protéger au mieux la population. Mais le modèle dans son ensemble, c'est aussi des considérations économiques, c'est des considérations de sécurité publique. Et il y a plusieurs acteurs qui doivent être là. Donc, éléphant dans la pièce, je ne suis pas d'accord. Je pense qu'il y a beaucoup de choses qu'on aurait pu aborder aujourd'hui. Et puis, moi, ça me fait plaisir d'y répondre et tout ça. Mais c'est clair que le modèle qu'on a en ce moment, il doit être réfléchi à nouveau. Et puis, oui, une société d'État, ça fait le travail pendant toutes ces années-là, avec, comme vous le dites, des avantages et aussi des inconvénients. Puis une des choses que j'aimerais quand même souligner, là, parlons d'un petit éléphant peut-être, là, plus petit, un éléphanto, c'est qu'il y a quand même des bonnes choses qui ont été faites quand même là, quand on regarde l'ensemble de l'œuvre. Puis une des choses, c'est quand on regarde auprès des jeunes, par exemple, là, quand j'ai commencé à travailler là-dessus, on avait je pense que les jeunes se faisaient donner des gratteux en cadeau, des billets de loterie en cadeau. Puis même Isabelle, qui était là, travaillait là-dessus. Là. Et puis une des choses qui a été bien faite, c'est maintenant il y a une application de cette réglementation qui vient avec un changement des normes sociales, ce qui fait qu'on a quand même observé une diminution des problèmes de jeu chez les jeunes, une grande diminution de la participation. Donc, il faut aussi regarder
qu'est-ce qui est bien fait? Il y a des règlements, on a une situation actuelle, mais ce qui est sûr, c'est qu'en ce moment, il doit y avoir une réflexion sur... il y a une situation qui a changé. Est-ce que les façons de faire sont bonnes? Puis, il y a différentes façons de fonctionner, mais c'est clair que ça prend une réflexion approfondie là-dessus. Là. Voilà. Sylvia ou Max? Sylvia, oui. Oui, merci Hubert pour cette question, parce qu'effectivement, j'ai effleuré cette idée qu'on a un monopole d'État quand même, qui est tenu par un double mandat. Et ça, c'est important. Il n'y a aucun autre opérateur qui a ce double mandat. Je vous dirais qu'ils ont un seul mandat, qui est de faire plus de profit les opérateurs privés. Donc, oui, on a un levier important. C'est pas le problème. Le problème n'est pas la présence de la société d'État, bien au contraire. Le problème, c'est le marché du jeu en ligne qui, comme je l'ai mentionné, vient chambouler un peu toutes nos façons de faire, nos façons d'étudier le risque, la façon de penser le risque et les niveaux de risque. On n'est pas les seuls à réfléchir sur cette question-là. Je peux vous dire que à chaque mois, on a une réunion d'une dizaine de chercheurs qui viennent des 5 continents. Et on soulève les mêmes questions, et la raison qu'on a ce réseau-là, parce que les mêmes préoccupations reviennent mois après mois par rapport aux jeux en ligne. Est-ce qu'il y a une solution unique, idéale, parfaite? Il n'y en a pas. L'Internet est un espace libre qu'on ne peut pas contrôler. Et on ne veut pas devenir des contrôleurs de l'Internet, c'est impossible. Ça va à l'encontre de la liberté individuelle, la liberté d'expression. On ne le fait pas pour la pornographie. Les gens vont nous regarder vraiment pour nous dire, sincèrement, il y a des problèmes plus importants sur le web que le jeu. Ceci étant dit, comme Jean-François l'a mentionné, il faut que le débat soit ouvert, et on l'a souligné en 2010. En 2013, le groupe de travail sur le jeu en ligne a lancé un appel en disant « Le futur est pour le jeu en ligne ». Et il faut vraiment regarder des différentes façons de régler ce problème, parce que le marché est complètement dérégulé. Alors, la solution est quelque part, qui convient au Québec. Il y a des pays qui ont adopté des solutions, et on peut réellement apprendre de ces solutions-là. La France a un système de licence. La Norvège a maintenu un système de monopole. Donc, on a des expériences ailleurs qui peuvent nous inspirer et nous permettre de voir quelle solution convient le mieux au Québec. Mais ce discours-là, cette discussion-là, franche et ouverte et transparente, ne peut pas se faire actuellement en l'absence d'un régulateur qui peut rassembler toutes les voix autour de la table. Et on n'a pas d'opérateur, de régulateur en ce moment qui permet, au fond, de permettre à tous les points de vue de s'exprimer avec toute franchise et toute transparence. Voilà. Est-ce que Max, tu souhaiterais ajouter quelque chose? Je pense pas. En tout cas, toi, après Sylvia, quoi dire? À part, je pense qu'en effet, j'appuie dans le même sens, un manque de régulateurs indépendants pour récolter des données, pour avoir un meilleur portrait. Un portrait aussi au niveau du pays, du Canada. On le fait pour le cannabis, on le fait pour la consommation de substances. On a une vision, on a des sommes aussi qui sont remises à des organismes, à des acteurs pour faire de la prévention, pour mettre en place des stratégies. Mais on ne l'a pas pour le jeu au niveau fédéral. À se questionner aussi là-dessus. Merci. Il y avait une question derrière. Oui. Je vais répéter pour la captation. Donc, est-ce que vous auriez des recommandations pour des offres concernant l'offre des produits? Par exemple, comment s'adonner à certaines activités de jeu tout en minimisant le plus possible les risques? Est-ce que je résume bien? Super, merci. OK. Bon, Sylvia a dit, vas-y, Jean-François. Oui, écoutez, oui, absolument.
Une des choses qui est peut-être périphérique, qui doit sûrement être considérée, c'est, vous savez, justement, avec le jeu en ligne, les gens vont commencer à s'inscrire à un site et parfois, ils ne vont pas nécessairement avoir l'idée de jouer à des machines à sous. Des fois, c'est pour acheter sur le site de l'Auto-Québec, ça va être pour pouvoir acheter des billets parce que ça devient plus accessible, parce que pendant la pandémie, évidemment, c'était fermé. Et puis, dans le fond, quand on ouvre un compte, une des choses qui pourrait être une forme de... Quand on sait qu'il y a davantage de risques aux machines à sous, une première étape, ce serait peut-être de ne pas inciter les gens en leur donnant de la promotion pour essayer des jeux auxquels ils ne s'adonnent pas. Donc, ce serait comme une question de réduction des méfaits. Ce serait de dire, OK, vous voulez venir acheter vos billets, vous voulez jouer à tel jeu, faire du pari sportif, mais peut-être d'éviter d'en faire la promotion parce qu'on sait qu'il y a des risques qui sont quand même assez importants. Donc, ce serait une chose, ce serait de calibrer la façon dont on commercialise le tout pour diminuer les risques. Ça serait une première étape. Sur le jeu comme tel, là, je n'irai pas dans les détails, mais il y a de la littérature là-dessus qui montre quand même que j'étais d'ailleurs, je participais l'autre jour à une espèce de petite, mais c'est pas une conférence, mais c'était une rencontre avec un expert là, sur la programmation des machines à sous et tout ça. Puis c'était fascinant de voir tous les leviers qu'il y avait pour permettre pour inciter les gens à jouer. Puis une des choses, c'est qu'on maquille parfois une perte en gain. C'est une des choses qui est faite, c'est assez insidieux en fait, c'est que, disons que vous misez 5 $, la machine va célébrer avec des sons et des stimuli 2 $ que vous gagnez, mais vous perdez 3 $. Et puis quand j'ai posé la question finalement à la personne, l'expert, M. Dixon qui était là, j'ai demandé, est-ce que ça fonctionne? Ça, comment ça, parce qu'il faisait des analyses pour d'autres choses, puis il dit, ben, il disait que les gens tombaient dans le piège. C'est-à-dire que quand on regarde physiologiquement, la façon dont ils étaient monitorés, c'est que les gens vivaient ça un peu comme un gain. Et puis après ça, il y avait toutes sortes de choses, mais c'est clair que ça c'est une des choses qui pourrait être soit réduite, soit complètement éliminée. Il y a des endroits où c'est pas permis. Sinon, après ça, c'est évidemment la capacité d'argent qu'on peut insérer dans une machine, la rapidité. Donc, il y a effectivement des essais qui ont été faits là-dessus. Puis je pense qu'en Norvège, là, ils ont vraiment recalibré. Après avoir retiré les machines, ils les ont recalibrées. Et puis, en ce moment, les machines, ils rapportent beaucoup moins d'argent, mais ils sont beaucoup moins à risque. Donc, on peut s'inspirer sûrement. Là, il y a vraiment des choses qui peuvent être faites là-dessus et c'est connu. Voilà. Est-ce que Sylvia ou Max? Moi, j'aimerais juste vous dire que ça fait des années, c'est peut-être l'objet de la forme de jeu qui a été le plus étudiée dans le domaine des jeux de hasard et d'argent, et les constats sont toujours les mêmes. Ces machines sont faites pour fabriquer de la dépendance. Certains pays ont pris les mesures pour les limiter. On n'est pas dans la prohibition. Je pense qu'il y a la liberté aussi que il y a beaucoup de gens qui s'adonnent à ces activités-là sans problème. Mais on sait que la disponibilité est un facteur important. Alors, il faut travailler là-dessus. Il faut penser aussi un paysage du jeu qui peut être caractérisé par moins d'offres de ces machines-là. Certains pays les ont confinés dans des casinos seulement. Certains pays les ont limités. Et certains pays, comme la Norvège, ont complètement changé les configurations de la machine. Donc, on a du chemin à faire. Puis je pense qu'il y a beaucoup de possibilités pour que ces machines soient quand même mieux contrôlées et mieux diminuer le risque qu'elles représentent pour certains joueurs. Voilà. Je pourrais juste ajouter, dans le fond, pas nécessairement par rapport aux éléments dans les jeux. C'est sûr qu'il y a... Jean-François, tu as mentionné quand une personne s'inscrit à un jeu, des fois il y a des promotions. Des fois aussi, les joueurs vont recevoir des courriels. Oh, ça fait longtemps, voici un crédit, on vous encourage à revenir. Par exemple, ça pourrait être une des mesures. Mais il y a aussi selon moi, une responsabilité de la part des géants du web. Je pense à Google, par exemple, quelqu'un qui va rechercher pour un offre de jeu en ligne. Est-ce que là aussi, on peut mettre de l'avant des ressources vis-à-vis quelqu'un qui recherche à jouer? Il y a aussi toute une autre sphère de sensibilisation ou d'autres filets de responsabilité également, qui jusqu'à présent, comme on l'a dit, revient souvent ou qui
véhiculé vers l'individu, mais il y a aussi tout l'environnement. Il y a, il y a toute l'offre également qui existe. Merci. Est-ce qu'il y a d'autres interventions? Pardon? Je ne vois pas d'autres mains levées pour le moment, donc vous pourriez prendre un deuxième tour de parole déjà. Je vais juste faire un complémentaire. Vous dites que ça va un régulateur. À moins d'erreur, je répète, à moins d'erreur, je ne peux pas avoir la science de plus. Il existe un organisme qui s'appelle la Régie des alcools et constitué des jeux. Les jeux, ça on parle de tout. Donc, je suis en train de me demander si, pourquoi est-ce que je ne fais pas partie de. Non, il n'est pas mentionné comme le régulateur qui pourrait en faire plus, qui pourrait faire mieux, je ne sais pas quoi, là, parce que quand il y a une structure qui existe, tu ne peux pas imaginer que quelqu'un a créé une autre qui fait la même affaire. La deuxième chose, c'est s'il n'y a pas de débat, si j'avais été à mes structures, je devais financer, mais c'est trop tard, j'aurais dit que c'est pas mauvais que ce soit une institution universitaire qui nous fasse ces débats. Et puis, c'est absolument pas interdit de le faire. Si on voit que c'est vraiment essentiel, peut-être faudrait-il le faire, ou de revendiquer. C'est un conseil, c'est pas une critique. Parfait. Je vais seulement répéter la question ou l'intervention. Donc, à moins d'erreur, M. Sassi, vous nommez qu'il existe un régulateur, donc la Régie de l'alcool, des courses et des jeux. Donc, vous posez la question au panel, pourquoi on ne le mentionne pas, pourquoi on n'en parle pas, en fait, dans les discussions qu'on a actuellement. Et vous invitez, dans un deuxième temps, le milieu universitaire à ouvrir le débat et à le faire. Donc, Sylvia, ça peut plus? Vas-y. Oui, non, ça va, ça va. Je voulais juste dire qu'on passe notre vie à débattre dans le milieu universitaire, puis ce sujet-là est débattu régulièrement. On a souvent des événements à plusieurs reprises qui débattent comment devrait être le paysage du jeu pour le Québec. Ici et sur la scène internationale, on va chercher un peu de l'information ailleurs, puis on porte aussi la voix du Québec. Je ne pense pas que le milieu universitaire est complètement indépendant non plus. Quand on parle d'un régulateur, on veut que le régulateur soit vraiment à l'extérieur des institutions et des organisations qui ont des intérêts, soit des intérêts pour nous, la recherche financée, par exemple. On veut qu'elle soit indépendante, mais en même temps, on crée un discours comme chercheur. Un régulateur, oui, la RACJ existe. Et les fois où on a essayé de suggérer la RACJ nous dit très clairement que ce n'est pas dans leur mandat de faire ce travail-là, de surveiller, de réguler. Ils sont là pour donner des licences, ils sont là pour s'assurer que certains principes sont respectés, le nombre de licences qui sont données dans certaines régions pour respecter le ratio machine versus le nombre d'habitants, etc. Donc la concentration. Eux-mêmes le reconnaissent que pour l'instant, c'est un régulateur qui n'a pas de dents, en fait, qui n'a aucun pouvoir de faire ce qu'on suggère de faire ici, là. Quand on compare au régulateur français, l'Autorité nationale des jeux, avec qui on échange beaucoup, puis on apprend beaucoup, le régulateur français, par exemple, doit à chaque année rencontre les opérateurs. À chaque année, il y a un cahier de charges qui est établi pour chaque opérateur pour respecter les règles générales, pour protéger la population, pour s'assurer que les jeux ne sont pas problématiques. Je vous donne un exemple. Ils ont des préoccupations par rapport aux jeux de grattage, parce que ces jeux de grattage-là étaient à moins de 1 euro. Maintenant, on est rendu avec des jeux de grattage à 10, 15 euros. Est-ce que c'est un problème? Il y a des études maintenant qui sont menées pour alimenter le régulateur et éventuellement le régulateur va trancher sur est-ce qu'on peut permettre à ces jeux de grattage de circuler sur le marché ou pas. Est-ce qu'il y a un seuil pour la valeur d'une carte de grattage? C'est un petit exemple, mais pour vous dire à quel point il y a quand même un souci de s'assurer que l'offre et le produit est sécuritaire, et ça c'est le régulateur qui peut le trancher, mais aussi il y a le souci, est-ce qu'on fait assez de prévention? Il y a une imposition pour les opérateurs de jeux en ligne d'implanter des mesures de prévention
et c'est obligatoire. Ils ne peuvent pas se soustraire de ça et le régulateur a ce mandat-là de s'assurer que les mesures sont mises en place. Donc, je ne sais pas si j'ai répondu, mais on a, oui, en principe, un régulateur, mais il n'a pas les outils et le mandat d'exercer le travail qu'un régulateur devrait exercer. Oui, en fait, juste pour compléter, un organisme qui est là pour appliquer, faire respecter des règlements, n'a pas nécessairement la structure pour mener des réflexions, analyser des données, mener des grandes réflexions, mettre ça à jour, faire de la surveillance. Et c'est plutôt ça, là, on parle de quelque chose avec beaucoup de moyens. Par exemple, je vais donner un exemple vraiment stupide, là, je ne sais pas si je devrais faire ça, mais tu sais, la personne qui donne des constats d'infraction, fait appliquer, mettons, pour le stationnement ou pour d'autres règlements. D'ailleurs, je pense que votre voiture, vous êtes due, là. Mais ceci dit, non, mais c'est juste pour dire que dans le fond, il y a l'application des règlements, mais il y a un endroit où on collige les données, où on mène la réflexion et on regarde le tout. Et puis en ce moment, c'est clair que ça prend quelque chose de beaucoup plus, disons, une structure beaucoup plus grosse et avec plus de moyens. Donc, on m'a dit que c'est terminé pour le panel. Je vous remercie infiniment, chers panélistes, pour votre participation. On te laisse à nouveau la place, Lucie. Merci.